Heureusement, la bombe nucléaire n'a été utilisée que 2 fois, toutes deux par les États-Unis sur le Japon pour finir la Seconde Guerre mondiale. Les 2 bombes ont tué environ 20 000 personnes, majoritairement des civils. Depuis, un débat subsiste. Était-ce la bonne décision? L'Amérique aurait-elle pu agir autrement? Quelles autres options avait-elle? Il est certain que le ciblage délibéré de civils ne peut jamais être justifié. Pour certains, l'utilisation des bombes était nécessaire pour mettre fin à la pire guerre de l'histoire de l'humanité. Pour d'autres, c'était un crime de guerre, un exemple de l'Amérique se comportant aussi inhumainement que l'ennemi maléfique contre lequel elle se battait. Dans cette vidéo, je vais tenter de vous convaincre que les Américains avaient une raison d'utiliser des armes nucléaires contre le Japon selon leurs options. Ils n'avaient vraiment pas le choix. C'était bien sûr une catastrophe qu'il ait fallu le faire, mais c'était le moins mauvais choix parmi une série d'options très mauvaises. Cependant, avant d'entrer dans les détails, faisons un rapide aperçu de l'histoire pour essayer de comprendre la position des États-Unis en 1945. En Occident, nous pensons que la Seconde Guerre mondiale a commencé en 1939, mais en Asie, elle a en réalité commencé 2 ans plus tôt, en 1937. Au départ, c'était une guerre entre la Chine et le Japon. La Chine avait été plongée dans une guerre civile qui durait depuis 10 ans, ce qui l'a rendue totalement incapable de résister lorsque le Japon a envahi le pays. Les Japonais ont vite occupé une grande partie de la Chine, dont les principales villes. Alarmés par l'expansionnisme japonais, les États-Unis ont pris des mesures économiques. À l'été 1941, les États-Unis ont gelé les avoirs japonais et mis en place un embargo sur le pétrole. Cet embargo représentait une menace majeure pour l'effort de guerre japonais. Sans pétrole, ils ne pourraient pas maintenir leur guerre contre la Chine. La solution des Japonais était d'essayer de détruire la marine américaine afin de leur donner une domination totale sur l'océan Pacifique. Leur plan était de lancer une attaque surprise contre la base navale américaine de Pearl Harbor. Cela s'est produit le 7 décembre 1941 et ce fut un succès retentissant pour les Japonais. Ils ont coulé ou endommagé 8 cuirassés et tué plus de 2000 marins. Au cours des semaines suivantes, les Japonais ont capitalisé sur ce succès. Ils ont conquis une grande partie de l'Asie, dont le Vietnam, l'Indonésie, la Birmanie et les Philippines. Il semblait que les Japonais s'étaient donné un avantage décisif. Ils avaient frappé durement les États-Unis et dominé un immense empire en Asie. Cependant, le prix qu'ils ont payé pour cela était qu'ils étaient désormais en guerre avec les États-Unis, une situation dans laquelle on ne veut jamais se trouver. Au cours des années suivantes, l'Amérique a renversé le cours de la guerre, remportant bataille après bataille et repoussant progressivement les Japonais. En 1945, ils dominaient un temps le Pacifique et détenaient la suprématie aérienne sur le Japon. Ce n'était plus qu'une question de temps avant que la victoire ne leur appartienne. Cependant, les Américains avaient un problème. Les Japonais étaient trop des adversaires fanatiques. Ils étaient déterminés à se battre jusqu'au dernier homme, même lorsque la bataille était clairement perdue. Cela signifiait qu'il coûtait aux Américains un nombre énorme de pertes. Un exemple était la bataille d'Iwo Jima, où 20 000 Japonais ont défendu la petite île du Pacifique contre 110 000 Américains. Les États-Unis ont bien pris le contrôle de l'île, mais à un coût énorme. Sur 7 000 morts et 20 000 blessés, c'était une histoire similaire lors de la bataille d'Okinawa. Une force américaine de 500 000 hommes a subi 12 000 morts et 40 000 blessés. Des pertes aussi élevées, elles posaient une question évidente. Comment diable les États-Unis allaient-ils prendre le Japon continental? Perdientent-ils des milliers d'hommes pour conquérir de petites îles du Pacifique? Une invasion du Japon continental pourrait entraîner des millions de pertes américaines. Pour l'Amérique, ce n'était pas une option. Il a été décidé d'utiliser une nouvelle arme terrifiante, la bombe atomique. Une fois que les Japonais verraient sa puissance, ils se rendraient en surement, mettant fin à la guerre et évitant aux Américains d'avoir à envahir le Japon. Le 6 août 1945, le monde a vu la puissance des armes nucléaires lorsqu'une bombe a été larguée sur la ville d'Hiroshima. En quelques heures, environ 70 000 personnes étaient mortes. Les Japonais refusant toujours de se rendre, 3 jours plus tard, les Américains larguèrent une seconde bombe sur Nagasaki. Même alors, les Japonais étaient très réticents à se rendre. Finalement, 6 jours plus tard, l'empereur s'est adressé à la radio et a annoncé que le Japon allait se rendre.
Dans son discours au peuple japonais, il déclara « Debiditra on troveis tonassi ». L'ennemi a développé une bombe nouvelle et des plus cruelles qui a le pouvoir de causer des dégâts incalculables. Si nous continuons à nous battre, cela mènerait à l'anéantissement du Japon et à l'extinction totale de la civilisation humaine. Le 2 septembre, à bord de l'USS Missouri, les Japonais ont signé leur reddition. La Seconde Guerre mondiale était terminée. Voilà ce qui s'est passé, l'utilisation de la bombe atomique sur 2 villes japonaises. La question est donc, leur utilisation dans la vidéo était-elle justifiée ? Je veux d'abord vous convaincre que les Américains devaient mettre fin à la guerre au plus vite. Ils étaient déterminés à ce que la guerre ne dure pas un jour de plus que nécessaire, et ils avaient raison de l'être. Ce n'est pas seulement pour leur propre intérêt, mais surtout pour le bien des peuples d'Asie. Pour moi, la raison la plus convaincante pour laquelle la guerre devait se terminer au plus vite était l'incroyable cruauté et le sadisme avec lesquels les Japonais traitaient les peuples d'Asie. La priorité était de mettre fin non seulement à la guerre, mais aussi à l'empire japonais maléfique. Il existe de nombreux exemples de la cruauté des Japonais, dont beaucoup que vous n'avez probablement jamais entendus. Un exemple était leurs horribles laboratoires d'expérimentation humaine. Le plus célèbre était l'unité 731 où environ 30 000 personnes sont mortes. Les expériences comprenaient l'injection de maladies ou de sang animal, la déshydratation délibérée ou des opérations sans anesthésie. Des membres étaient amputés pour mesurer la rapidité de la mort par perte de sang. Certains prisonniers se faisaient retirer l'estomac chirurgicalement et leur œsophage était rattaché à leurs intestins. Les victimes comprenaient des enfants et même des bébés. Des lance-flammes étaient testées sur des personnes vivantes, attachées à des poteaux et brûlées. Dans d'autres expériences, les victimes étaient placées dans des chambres à basse pression jusqu'à ce que leurs yeux sortent de leurs orbites. Un autre exemple de la cruauté japonaise fut la politique des 3 toutes appliquée plus tard durant la guerre. Les 3 tout faisaient référence à tuer tout le monde, tout brûler et tout piller. Essentiellement, comme ils trouvaient impossible de distinguer les civils des soldats, la solution des Japonais était de tuer tous les Chinois qu'ils trouvaient. Les Japonais ont également commis des massacres horribles, l'un des plus célèbres étant le massacre de Nankin, l'un des pires crimes de guerre du siècle. En l'espace de 6 semaines, environ 20 000 civils ont été assassinés, souvent de la manière la plus sadique qui soit. Des bébés étaient jetés en l'air et empalés sur les baïonnettes des fusils japonais. Dans une histoire tristement célèbre, 2 soldats japonais ont organisé un concours pour voir qui serait le premier à tuer 100 personnes. Il y a aussi eu des viols massifs de femmes chinoises. Comme vous le voyez, les Japonais étaient très cruels, et ce qui effrayait encore plus, c'était le nombre impressionnant de personnes sous leur domination. De 1942 à 1945 environ, 400 millions de personnes étaient des sujets de l'Empire japonais. Avec autant de personnes vivant sous un régime aussi brutal, le nombre de morts était vraiment stupéfiant. Wikipédia estime le nombre total de personnes assassinées par les Japonais à environ 30 millions. Cela nous amène à ce que je pense être l'argument le plus clair selon lequel la guerre devait être terminée le plus rapidement possible. Le nombre incroyable de victimes japonaises. Prenons la Chine comme exemple. La Chine à elle seule a perdu près de 20 millions de civils à cause de l'occupation japonaise. Cela représente près de 50 000 personnes par semaine. Entre 1937 et 1945, l'Indonésie a perdu 4 millions de personnes, soit 20 000 chaque semaine. Il est difficile de savoir exactement combien de civils les Japonais tuaient en 1945, mais c'était probablement environ 250 000 par mois. Cela signifie qu'à chaque semaine où les Américains retardaient la fin de la guerre, des dizaines de milliers de civils mouraient. Comparez cela au nombre de morts causés par les bombes atomiques. Les estimations les plus élevées portent le nombre total de morts à 230 000. C'est à peu près équivalent au nombre de civils qui étaient assassinés chaque mois par les Japonais en Asie. Pour les Américains, retarder la fin de la guerre, ne serait-ce que d'un seul mois, aurait entraîné le même nombre de morts supplémentaires que le nombre total de morts causés par les 2 bombes atomiques. Retarder, disons, de 6 mois aurait entraîné bien plus de morts civiles, probablement plus d'1 million. J'espère donc vous avoir convaincu que les Japonais devaient être vaincus le plus rapidement possible. Cela pose la question. Les Américains pouvaient-ils mettre fin à la guerre aussi vite autrement ? Devaient-ils vraiment utiliser des armes nucléaires sur des villes ou auraient-ils pu faire autre chose ?
C'est une question plus complexe, mais selon moi, c'était le seul moyen de mettre fin rapidement à la guerre. Pour le démontrer, examinons certaines des autres options dont les Américains disposaient et voyons pourquoi elles n'auraient pas fonctionné. Les États-Unis auraient maintenant pu opter pour une invasion terrestre du Japon. Pour moi, cette idée peut être écartée assez facilement. D'abord, cela aurait pris des années et causé la mort de millions de civils en Asie aux mains des Japonais. Les États-Unis auraient probablement perdu plus d'un demi-million de soldats et le Japon lui-même aurait également perdu des millions de civils et de soldats. En bref, nous pouvons être absolument certains que le nombre de morts causés par une invasion américaine du Japon aurait largement, très largement dépassé celui causé par l'utilisation des armes nucléaires. D'autres idées sont proposées sur ce que les Américains auraient non dû faire. Une idée est qu'ils auraient pu utiliser un blocus naval et des bombardements conventionnels pour forcer les Japonais à se rendre. Cette idée souffre de beaucoup des mêmes problèmes que la précédente. Elle aurait retardé la fin de la guerre de plusieurs mois. Elle ignore aussi le fait que les armes conventionnelles peuvent tuer des civils en aussi grand nombre que les armes nucléaires. Par exemple, lors du bombardement incendiaire de Tokyo, environ 10 000 civils sont morts. Autant de personnes sont mortes à Tokyo à cause des armes conventionnelles qu'à cause de chaque bombe atomique. Le bombardement conventionnel posait aussi le problème qu'il n'y avait aucun moyen de savoir s'il pousserait réellement les Japonais à se rendre. C'est vraiment étonnant de voir à quel point les Japonais étaient peu déterminés à ne pas se rendre. Les mois avant les bombes nucléaires, les Américains larguaient des milliers de tonnes de bombes conventionnelles sur les villes japonaises. La défense aérienne japonaise étant anéantie, les Américains subissaient très peu de pertes. Malgré tout, les Japonais restaient déterminés à poursuivre. Le Premier ministre a affirmé que le Japon pouvait encore se battre au moins 2 ans. Avec le recul, je pense qu'il était très improbable que les Japonais tiennent aussi longtemps, mais c'est un exemple de ce qu'il disait. Je dois préciser que les Japonais étaient en fait prêts à venir à la table des négociations, mais ils avaient ainsi de nombreuses exigences qui étaient inacceptables pour les Américains. Ils étaient déterminés à ce qu'il n'y ait aucune occupation du Japon et qu'ils puissent donc conserver leur empire. C'est pourquoi ils voulaient vraiment continuer à se battre. Ils pensaient en tant que plus ils coûteraient cher aux Américains, plus ils auraient de poids lors des négociations de paix. Pour les Américains, il était inconcevable que le Japon garde son empire. Puisque vous savez combien de civils il tuait, vous comprenez sûrement pourquoi. Les Américains exigeaient une reddition sans condition et refusaient toute alternative. Selon moi, seul l'usage des armes nucléaires a permis aux Américains d'obtenir une reddition sans condition aussi rapidement. Cela pose la question, fallait-il vraiment les utiliser sur des villes ? Les Américains auraient-ils pu viser une cible militaire ou une zone vide juste pour montrer la puissance de la bombe ? Ce type d'idée a été envisagé par les Américains, mais ils y voyaient toujours des problèmes. Ils redoutaient que l'usage des bombes dans une zone vide ne soit pas si impressionnant. Selon les mots d'Oppenheimer, ce serait un énorme pétard nucléaire, déclenché à grande hauteur, causant peu de dégâts. En bref, ils ne pensaient pas que cela pousserait réellement les Japonais à se rendre. Un autre problème était que les Américains ne disposaient pas d'un nombre illimité de bombes. Ils n'en avaient en réalité que 2, celles qu'ils ont utilisées. Une troisième était en préparation, mais indisponible avant plusieurs semaines. L'idée avait aussi un autre problème majeur. Si les Américains voulaient en larguer la bombe sur un champ quelconque pour en démontrer la puissance, ils devraient dire aux Japonais où ils allaient la larguer. Si les Japonais n'étaient pas attentifs, ils ne verraient pas l'explosion elle-même. S'ils ne la voyaient vraiment pas et ne voyaient que le champ brûlait après, ce ne serait pas impressionnant. Cela ne leur ferait pas réaliser à quel point la bombe était puissante. Cela voulait dire que les Américains devaient prévenir les Japonais du lieu du largage de la bombe, ce qui poserait de gros problèmes. Les Japonais sauraient où l'avion allait voler, donc ils pourraient essayer de l'abattre ou de l'intercepter. S'ils parvenaient à intercepter l'avion, ce serait une catastrophe monumentale. Les Japonais auraient alors la bombe qu'ils pourraient potentiellement utiliser ou, pire encore, ils pourraient l'étudier, ce qui les aiderait à fabriquer leur propre bombe. Les Américains craignaient aussi que si les Japonais connaissaient pas le lieu de la détonation, ils y transfèrent dans des prisonniers de guerre américains. On craignait aussi que les bombes n'explosent. Comme l'interception de l'avion, cela aurait été une énorme catastrophe, car les Japonais auraient pu utiliser ou étudier la bombe. Pour être honnête, c'était risqué. Ou qu'ils larguent la bombe, qu'ils la larguent sur une ville ou sur un champ au hasard, la différence, c'est s'ils larguent la bombe dans un champ.
Ils prendraient bien ce risque pour faire quelque chose qui n'aurait probablement même pas poussé les Japonais à se rendre. En résumé, les Américains ne voulaient vraiment pas larguer beaucoup de bombes sur les champs au Japon. Il y avait aussi l'option de larguer la bombe sur une cible militaire uniquement. Cela posait beaucoup des mêmes problèmes que de larguer la bombe sur une zone dépeuplée. Cela posait également un autre problème. Toutes les principales cibles militaires étaient intégrées dans des villes. En fait, une partie de la raison pour laquelle Hiroshima a été choisie était précisément parce que c'était un centre militaire majeur et jusqu'à 20 000 soldats sont morts dans l'explosion. À mon avis, les bombes visaient les villes pour maximiser leur impact psychologique sur le gouvernement japonais. Je veux dire, réfléchissez juste une minute au fait que les Japonais ne se sont pas rendus après la première bombe. 10 000 personnes venaient en tout d'être tuées en une seule explosion, et pourtant, ils ne se sont toujours pas rendus. Même après la deuxième, ils ne se sont rendus que tout juste, et après plusieurs jours. En fait, l'histoire de ce qui se passait au sein du gouvernement japonais à l'époque est absolument stupéfiante. Il y avait essentiellement 7 grands décideurs au Japon, l'empereur et un conseil de guerre composé de 6 hommes. Le conseil de guerre était composé du Premier ministre, du ministre des Affaires étrangères et de 4 généraux. Avant la première bombe atomique, seul l'empereur et le ministre des Affaires étrangères envisagèrent la reddition. Puis la première bombe atomique a été larguée sur Hiroshima le 6 août, et ce qui a suivi était vraiment assez fou. Le ministre des Affaires étrangères a informé l'empereur que la guerre était perdue et que le Japon devait capituler. L'empereur a demandé au ministre des Affaires étrangères d'organiser une réunion avec le conseil de guerre pour les convaincre. Quand le ministre des Affaires étrangères a voulu organiser la réunion, 4 membres du conseil de guerre étaient absents. Un ministre a même déclaré qu'il était occupé par, selon ses propres mots, des affaires plus urgentes juste pour bien faire passer le message. La bombe nucléaire venait d'être larguée sur son pays. Il a répondu qu'il avait des choses non plus importantes à faire que de décider si le Japon devait capituler. Ce qui se passait probablement, c'est que ces hommes ne pouvaient pas se résoudre à plaider pour la reddition, car ils trouvaient cela honteux, ni à plaider pour la poursuite de la guerre, car ils savaient en fait que cela détruirait le Japon. Le lendemain, le 9 août, la deuxième bombe a été larguée sur Nagasaki. Le même jour, un événement majeur s'est produit. La Russie a déclaré la guerre au Japon. L'entrée de la Russie dans la guerre fut un événement majeur. Ils étaient à en rester neutres jusque-là, et certains membres du gouvernement japonais avaient même tenté de négocier un cessez-le-feu avec l'Amérique. La déclaration de guerre par les Russes a été un choc psychologique pour les Japonais, menaçant fortement leurs armées en Asie. La combinaison de la deuxième bombe nucléaire et de la déclaration de guerre par la Russie a suffi à convaincre les Japonais qu'ils devaient se rendre. Cependant, il y avait encore des membres de l'armée japonaise qui voulaient continuer à se battre. Certains officiers à Tokyo ont décidé d'essayer de prendre le pouvoir lors d'un coup d'État militaire. Ils allaient placer l'empereur en résidence surveillée et continuer la guerre. La tentative de coup d'État a eu lieu le 14, mais le soutien était insuffisant pour la réussir. L'empereur a annoncé la reddition du Japon à la radio le lendemain. Avant de conclure, je voudrais souligner quelques points pour mieux comprendre la position des Américains. D'abord, il régnait une grande incertitude sur tout. Oppenheimer, le scientifique en chef, pensait que la bombe causerait seulement 20 000 morts. Lors d'une conversation, il a même dit que cela n'avait aucune importance militaire et que cela ferait juste un grand boom. Les effets des radiations n'étaient pas vraiment connus. Oppenheimer et quelques-uns de ses collègues en étaient conscients, mais pas dans toute leur ampleur. Le personnel militaire et les politiciens ignoraient en tout des radiations. Ce n'est sans qu'après la première bombe que les Américains ont vraiment compris l'impact qu'elle avait lorsqu'elle était larguée sur une ville. Il faut aussi rappeler que les Américains ignoraient si les Japonais étaient sur le point de se rendre. Avec le recul, on sait que 2 des 7 principaux décideurs japonais pensaient à la reddition avant l'usage des bombes atomiques. Plus de ministres japonais auraient sans doute été convaincus après la déclaration de guerre et l'invasion du pays par la Russie. C'est très utile de le savoir aujourd'hui, mais à l'époque, les Américains ne pouvaient pas le savoir. Je tiens aussi à souligner que les Américains prenaient très au sérieux les questions morales liées à leurs actions. Ils ne prenaient pas cela à la légère et, selon moi, n'étaient pas assoiffés de vengeance. Par exemple, les Américains ne voulaient pas larguer la bombe sur Kyoto, l'ancienne capitale du Japon. C'était une ville d'1 million d'habitants qui n'avait pas encore été bombardée pendant la guerre. Larguer la bombe atomique sur Kyoto aurait eu l'impact le plus fort sur les Japonais et était la cible la plus susceptible de les pousser à se rendre.
C'est précisément parce que Kyoto était une ville d'une telle valeur historique et culturelle que les Américains ont choisi de ne pas y larguer la bombe. Selon les mots de Truman, les États-Unis ne devaient pas se comporter comme des bêtes simplement parce que les Japonais agissaient ainsi. Je pense que les Américains ont eu raison d'utiliser des armes nucléaires pour finir la Seconde Guerre mondiale. Principalement parce que rien ne pouvait mettre fin à la guerre aussi vite. Même si vous pensez que les États-Unis auraient en seulement dû minimiser les morts civiles, je pense toujours que l'utilisation de la bombe était la bonne décision. Je ne vois aucune option que les Américains avaient qui aurait conduit à moins de morts civiles. C'est plus que tout. En raison de la statistique que j'ai répétée encore et encore dans la vidéo, à savoir que les Japonais tuaient environ 250 000 civils asiatiques par mois, en fin de compte, lorsqu'on a un empire aussi malfaisant à ce point, il ne peut tout simplement pas y avoir de délai pour y mettre fin.